Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Entre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé chez nous à CPL. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, on les met sur la table et l'invité nous accompagne pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par l'entérinement, mais aussi l'ordonnance nommant Monsieur Denis Kadima. La loi a-t-elle été violée? Quelle devrait être la procédure? A-t-elle été respectée? Aujourd'hui, je vous amène à prendre un peu le vent sur le plan juridique, sur le plan des principes sur cette question. On reviendra également sur l'affaire RAM. Quelle nature juridique faut-il donner à cette taxe, cet impôt, cette redevance? Encore faut-il trouver son nom? On finira peut-être avec la rentrée scolaire, la question de la gratuité de l'enseignement contenue dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Un invité pour la première fois avec nous. Je souhaite que ça soit la première, mais pas la dernière. Maître Aimé Kilolo. Maître Kilolo, bonjour. Bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et bienvenue donc à vous. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, en Belgique. Vous êtes avocat au barreau de Lubumbashi, ici en République démocratique du Congo. Mais vous avez été connu comme avocat de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Je suppose que vous avez fait ouf de soulagement quand il a été acquitté. En tout cas, c'était le sentiment d'un devoir accompli parce que face à de telles injustices subies par un ancien vice-président de la République démocratique du Congo, et surtout qu'à l'époque, il faut dire que c'est des millions de Congolais qui suivaient cette affaire et qui portaient cette cause. Donc lorsque je portais la voix du sénateur Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale, mais c'est celle de millions de Congolais que j'avais conscience de porter et de défendre parce que l'image de la République démocratique du Congo était en jeu s'agissant d'un ancien vice-président de la République. Mais vous avez pratiqué la Cour pénale internationale. Nous, on est ici dans le pays, il y a une sorte de panafricanisme qui monte, pas seulement au Congo et en Afrique, pour dire de la CPI que c'est un tribunal des néocolonialistes où on ne juge que les Africains. Vous qui avez pratiqué la Cour pénale internationale, est-ce que vous avez cette idée-là? Vous pensez, comme beaucoup d'Africains, que la Cour pénale internationale est un instrument d'effort contre le faible? Il faut dire que l'idée initiale pour créer cette Cour pénale internationale était légitime, elle était noble, parce que le but poursuivi était de mettre fin justement au fléau de la criminalité au niveau international, la prolifération de groupes armés à travers le monde et même le recours à des méthodes qui choquent l'humanité lors des opérations armées sur les différents théâtres des opérations à travers le monde. On a vu qu'il y a eu beaucoup de pillages, des villages brûlés, des femmes, des enfants violés, de meurtres indescriptibles à travers le monde qui justifiaient effectivement cette pensée d'une justice internationale. Mais lorsqu'on analyse de plus en plus la réalité à laquelle j'ai été confronté, lorsqu'on lit aussi un certain nombre d'ouvrages des plusieurs acteurs politiques à travers le monde, on se demande si on n'est pas en train d'aller petit à petit vers une forme de gouvernement mondial. Est-ce que finalement la CPI n'est-elle pas tout simplement une juridiction de ce pouvoir judiciaire international qui petit à petit est en train de faire son chemin, mais avec comme cobaye évidemment l'Afrique? Il suffit de voir le nombre d'Africains qui sont traînés devant cette Cour pénale internationale. On verra par exemple que les États-Unis n'ont jamais ratifié le statut de Rome, mais par contre, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, on voit bien que les États-Unis est très actifs, financent et même orientent les actions, les initiatives qui sont menées en termes d'enquête devant cette Cour. C'est finalement une Cour qui, malheureusement, avec le dérapage que l'on connaît, a été souvent instrumentalisée pour tenter d'écarter de la scène politique
des hommes politiques qui n'étaient plus en odeur de sainteté avec les intérêts internationaux. C'est quand même grave ce que vous dites. Président Gbagbo. C'est quand même grave ce que vous dites. Vous dites une cour qui a été instrumentalisée. Vous qui les pratiquez, donc vous nous donnez raison, nous qui regardions ça de loin et qui pensions à un moment donné que l'effort était derrière cette cour-là. Bon, il faut se réjouir d'une chose, c'est que cette cour compte tout de même des juges indépendants qui ont su faire preuve de neutralité. C'est beaucoup plus dans la politique de poursuite du bureau du procureur que l'on peut dénoncer et déplorer un certain nombre de choses. Je prends l'exemple des témoins, par exemple, de témoins que l'on prend dans des villages les plus reculés qui ont à peine des difficultés à réunir 20 ou 30 dollars par mois. On leur propose quasiment un marché des témoins, c'est-à-dire vous venez, la Cour pénale internationale, le bureau du procureur vous demande de venir témoigner en vous donnant déjà des indications sur ce que vous devez dire à la barre, et en échange on vous dit on va vous sortir de l'Afrique où vous êtes, vous allez être relocalisé en Europe avec votre famille, les enfants seront scolarisés, vous aurez un fonds de commerce pour redémarrer votre vie. Mais vous imaginez le nombre de dérapages qu'il y a eu, y compris dans le dossier de Thomas Lubanga, qui a été un des premiers dossiers phares de cette Cour pénale internationale. On a vu qu'il y a eu beaucoup de témoins du procureur qui sont venus travestir la vérité dans le seul but de pouvoir finalement obtenir des compensations de la part du bureau du procureur. Et puis on s'interroge pourquoi des crimes qui ont été commis notamment par exemple dans l'Ukraine, on a vu dans cette région de Crimée, il y a eu un certain nombre de mises en question. En Afghanistan, les soldats américains, mais rien n'est fait. Mais à chaque fois, hier c'était le président Gbagbo, parce que finalement la Centrafrique, qui est le précaré français, ne voulait plus à ce moment-là du président Gbagbo. Il fallait soutenir à l'époque le président Bozizé, oui. Et ça justifiait que l'on poursuive le président Gbagbo pour des crimes qui avaient été commis et déplorés d'abord par une force rebelle qui était conduite à l'époque par le président Bozizé, qui lui bénéficiait d'une forme de protection politico-diplomatique au niveau international, le faisant ainsi échapper à la Cour pénale internationale. Donc tout ceci pour dire que la Cour pénale internationale est en train de faire encore son chemin, mais aujourd'hui nous ne pouvons pas parler d'une justice qui soit déjà équitable, et je pense que l'acquittement du président Gbagbo, l'acquittement de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba en dit long. C'est vrai, les juges ont été indépendants, mais après 10 ans de privation de liberté injustifiée, après 10 ans durant lesquels le bureau du procureur s'est fourvoyé à travers les médias internationaux pour salir finalement l'image de ces personnalités politiques, et à travers elles, je dirais, l'image de leurs pays respectifs et même de toute l'Afrique. Bon, il revient aussi à nous-mêmes Africains de s'organiser. Si nous rendons nos justices ici indépendantes et crédibles, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'envoyer nos enfants à la CPI. C'est vrai. Nous avons une part de responsabilité dans ce qui nous arrive aussi quand même. Il faut dire que aujourd'hui, les pays africains ont du mal à mettre en place un appareil judiciaire efficace, indépendant, impartial, et qui puisse rendre une justice sans subir des interférences politiques. Raison d'ailleurs pour laquelle, la plupart des cas, on voit que c'est finalement la Cour pénale internationale qui n'est qu'une justice complémentaire à celle des États, qui a tendance de plus en plus à prendre le relais. Espérons qu'avec les différentes condamnations qui ont eu lieu, notamment dans notre pays, pour un certain nombre d'atrocités commises à l'est du pays, vont finalement, petit à petit, céder les pas à une justice fiable et qui aussi soit suivant le standard, en tout cas, international. Maître Aimé Kilolo, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que vous êtes à la fois politique, mais aussi et surtout acteur, ou plutôt connaisseur en matière de droit,
pour que nous puissions un peu regarder dans l'actualité politique si les principes ont été respectés dans un certain nombre de choses. On commence par exemple par la question de la désignation des membres de la CENI. Vous savez que M. Denis Kadima a été entériné à l'Assemblée nationale. Le président Tshisekedi a pris une ordonnance récemment sur la question. On va parler de toutes les facettes de cette affaire. Mais d'emblée, est-ce que vous pensez que, partant des confessions religieuses, en passant par l'Assemblée nationale et la commission paritaire mise en place par M. Mbosso, avec la sanction, la bénédiction du président de la République qui vient couronner les tout avec une ordonnance, est-ce que la procédure a été respectée dans la question de la désignation des membres de la CENI? Il faut d'abord dire une chose, c'est que lorsque l'on parle de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ça n'existe qu'en Afrique. Ça a été créé à partir des années 1990. Tout simplement parce que c'était d'ailleurs avec l'impulsion de la communauté internationale. Ce sont les Occidentaux qui ont suggéré pour l'Afrique un modèle de gestion des élections à travers une commission indépendante. Alors qu'en principe, dans un État moderne, démocratique, ce sont les autorités en place, c'est le pouvoir exécutif à travers le ministère de l'Intérieur qui gère généralement le processus électoral. Et donc ceci est un aveu finalement d'échec dans le chef de tous ces États africains qui ont accepté de reconnaître finalement l'impuissance ou l'incapacité du pouvoir exécutif d'inspirer confiance à ces populations. Parce qu'on a vu que, mais à chaque fois, ce sont des contestations qui naissent et c'est parfois des dérapages qui entraînent des conflits armés lors de ces contestations post-électorales. Et donc aujourd'hui, c'est aussi ça la question lorsque l'on parle de la CENI. C'était une solution d'ailleurs qui était provisoire en attendant de permettre aux États africains de se bâtir un État moderne qui réponde aux critères internationaux. Et donc cela veut dire ici que lorsque l'on voit les difficultés qui surgissent après qu'on ait mis en place ce modèle unique pour l'Afrique, finalement on se demande est-ce que ce modèle de commission électorale nationale indépendante n'a pas échoué. Je le dis pourquoi? Parce que vous verrez qu'en réalité l'idée c'était quoi? L'idée c'était de dire on va faire les choses en 3 étapes. La société civile ensemble avec la classe politique vont devoir proposer les noms des différents animateurs du bureau de la CENI. Le Parlement, à travers l'Assemblée nationale, va se prononcer en termes d'entérinement, donc pour dire si elle accepte ou pas les noms proposés. Et enfin, le président de la République va devoir prendre une ordonnance d'investiture, une forme de contrôle marginal pour s'assurer du bon déroulement de tout le processus. Alors, en somme, de quoi s'agit-il aujourd'hui? On s'interroge parce que c'est vrai que la loi prévoit que parmi les 15 animateurs de la CENI, un certain nombre, je pense bien 5 animateurs doivent être désignés, proposés en tout cas par la société civile, que l'on a d'ailleurs distingué en 3 plateformes. Nous avons les associations des défenses des droits de la femme qui en proposent 1. Nous avons bien entendu les associations expertes en matière électorale qui en proposent 2. Et enfin, nous avons ce groupe, cette plateforme de confessions religieuses qui doivent proposer surtout le président de cette commission électorale nationale indépendante. Alors, au départ, vous verrez que qui composait la CENI? C'était uniquement l'Église catholique, l'Église protestante, on parle d'ECC, il y avait les musulmans et les kimbanguistes. Alors pourquoi je le dis? C'est parce que la loi dit quel est le critère de choix. Aujourd'hui, nous avons 8 confessions religieuses, mais la République démocratique du Congo, lorsque l'on regarde dans le registre du ministère de la Justice, qui est le ministre en charge de la désignation ou de la reconnaissance des confessions religieuses en République démocratique du Congo, nous en avons plus de 8. Alors, il y a bien eu des critères qui ont été prévus par la loi, celle de dire notamment que
on va choisir pour composer cette plateforme des confessions religieuses qui ont bien sûr une expertise en matière électorale, mais surtout celles qui ont un ancrage réel, une existence réelle sur terrain. Alors, c'est ainsi qu'on parle notamment de l'Église catholique. Nous avons l'Église catholique, nous avons notamment l'Église protestante. Les statistiques aujourd'hui nous indiquent que rien que ces deux confessions religieuses totalisent déjà environ 75% de croyants au sein de la population de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle on va s'interroger après pour dire, lorsqu'il y a eu un vote de 6 contre 2, où se trouve finalement la majorité. Mais en fait, il faut bien comprendre tout le processus. Malheureusement, un peu comme toujours, notre loi n'a pas prévu le mode décisionnel par lequel les confessions religieuses vont prendre ensemble une décision pour désigner qui est leur candidat président de la CENI. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour pallier à ce silence de la loi? Raison pour laquelle j'insiste encore ici pour dire que c'est important que nos députés au sein de l'Assemblée nationale comprennent que lorsque les textes réglementaires prévoient de les faire accompagner par des assistants parlementaires, il ne s'agit pas de donner du travail à un cousin, un frère de tribu ou un ami, il s'agit plutôt de recourir à des experts. Vous regarderez par exemple qu'en France, à Bruxelles, mais un assistant parlementaire, mais c'est un chercheur d'université qui vous éclaire sur toute la subtilité des questions juridiques qui se posent et qui vous permet ainsi d'initier des propositions de loi qui ne posent pas par la suite des difficultés parce qu'il y a des lacunes. C'est ce qui se passe ici en l'espèce. La loi n'a pas dit comment est-ce que la plateforme confession religieuse va pouvoir désigner le candidat président de la CENI. Alors, pour pallier à cela, qu'est-ce qui se passait? C'est que la plateforme de confession religieuse a finalement elle-même signé une charte, une espèce de code de bonne conduite entre elles, qui, je le signale quand même, n'est pas opposable aux tiers, même si on peut le leur opposer. Donc, déjà, la valeur juridique de cette charte reste tout de même sujette à caution. Mais tout de même, c'est la seule référence que nous avons en termes de pratique en la matière. Alors, il est prévu deux choses. Premièrement, c'est le mécanisme du consensus, c'est-à-dire que toutes les 8 confessions religieuses doivent se concerter à travers un dialogue constructif pour arriver à se mettre d'accord sur un candidat président de la CENI. Il va de soi que cette même charte prévoit que si jamais ils arrivaient à s'enliser en termes de consensus, il était prévu cette possibilité de passer au vote. Mais c'est là qu'il faut préciser les choses. Que dit exactement cette charte? La charte dit deux choses. Premièrement, nous avons un vote qui se fait et chaque confession religieuse peut émettre une seule voix. Mais n'oublions pas aussi ce que les textes juridiques disent, c'est-à-dire la seule référence légale en la matière. Je parle de l'article 12 de la loi relative justement à l'organisation et au fonctionnement de la CENI telle qu'elle a été modifiée tout dernièrement. Son article 12 prévoit qu'il y a des critères de choix pour les animateurs de la CENI, parmi lesquels, bien sûr, l'expertise, la technicité en matière électorale, mais aussi la neutralité et les garanties d'indépendance. Lorsque l'on voit les débats tels qu'ils se sont déroulés, on voit très bien que le candidat qui a été suggéré notamment par les 6 autres confessions religieuses, qui, faut-il le dire, représente statistiquement environ 25 à 30% des croyants en République démocratique du Congo, contre environ 75% pour les 2 confessions religieuses pris isolement, l'Église catholique et l'ECC. Alors, c'est ainsi que l'on voit ici que, avant de passer au vote, il y a d'abord un préalable légal.
c'est celui de s'assurer que le candidat qui est proposé par les uns et les autres répond non seulement aux critères de technicité, ce qui semble avéré en l'espèce, mais aussi aux critères de neutralité, c'est-à-dire qui présente les garanties d'indépendance. Parce qu'il a été fait également avec Denis Kadima, non? Non, tenons-nous... Non, mais parce que maître, là je dois intervenir. Les confessions religieuses avaient mis en place un secrétariat technique chargé de filtrer les candidats. Les candidats qui ne remplissaient pas les conditions ont été débarqués bien avant d'arriver même au niveau des votes ou du choix. Denis Kadima est passé toutes ces étapes-là avec brio. Vous voulez dire quoi? Il est passé par les mailles du filet ou parce qu'en arrivé là, c'est parce que le secrétariat technique avait compris, avait donné son sceau, estimant que M. Kadima remplissait toutes ces conditions. Je me refuse ici de faire un procès ad hominem vis-à-vis de M. Denis Kadima, dont les compétences en matière électorale ne font l'ombre d'aucun doute aujourd'hui. Mais il va de soi que durant le processus, avant le vote ultime, c'est-à-dire l'unique vote légal qui est celui acté par procès verbal, c'est que notamment l'Église catholique a soulevé un problème en disant il y a des pressions politiques qui sont exercées autour de la candidature de M. Kadima. Ils ont aussi évoqué le fait qu'il y avait des faits de corruption pour altérer la volonté, le libre choix des représentants des confessions religieuses au moment du vote. Alors, à partir du moment où des allégations d'une telle gravité ont été dénoncées à l'opinion, il va de soi d'ailleurs que c'était de la responsabilité immédiatement je dirais presque du parquet, et même au niveau du gouvernement. Le Conseil des ministres devait immédiatement se saisir de cette dénonciation, d'autant plus qu'elle provient tout de même de l'Église catholique, de l'Église protestante, je vais dire des confessions religieuses dont la crédibilité n'est fait l'ombre d'aucun doute. On parle tout de même de l'Église catholique et des protestants qui représentent, faut-il le rappeler, environ 75% de croyants dans notre pays, qui vous disent que nous avons des éléments qui ne font l'ombre d'aucun doute et qui indiquent des faits de corruption autour de la candidature d'une des personnes proposées. À partir de ce moment-là, tout doit s'arrêter. Le gouvernement devrait prendre ses responsabilités et le ministre de la Justice devrait en principe user de ses pouvoirs reconnus par la loi, de faire une injonction positive au procureur général près la Cour de cassation ou même près la Cour d'appel de la Gombe selon le cas, pour ouvrir une information judiciaire. Évidemment, il y a une présomption d'innocence, mais tout de même, la procédure judiciaire prévoit que dans ce cas, tout État organisé, démocratique, responsable, ne peut pas laisser passer de telles allégations sans une procédure judiciaire qui permettrait finalement d'élucider la question. Voilà déjà la difficulté. Vous voulez dire quoi? De ce point de vue, ça c'est le premier point. Dès le départ, si je m'en tiens à ce que vous dites, le principe, les textes ont été violés déjà à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, évidemment, il y a en termes de gestion du pays, je pense que le gouvernement a failli à ses responsabilités parce qu'il appartenait au ministre de la Justice ou même sur interpellation du Premier ministre, immédiatement d'agir face à des allégations d'une telle gravité qui mettent en péril évidemment notre démocratie et qui sont des natures à saper la confiance de l'opinion vis-à-vis évidemment du processus. Vous savez bien que la cohésion, la crédibilité de ces élections dépend aussi le caractère apaisé de la période post-électorale. Donc ceci pour dire, et ça c'est l'éclairage que je dois vous donner d'un point de vue juridique, c'est qu'il n'y a pas que le vote qui est prévu. Avant le vote, il y a un droit de regard de chaque confession religieuse au sein de la plateforme, en vertu de l'article 12 de la loi organique sur la CENI, notamment de dire, écoutez, ce candidat-ci, nous refusons de l'amener au niveau du vote parce que nous recevons des informations qui font état de corruption, qui font état
notamment de menaces et des pressions. C'est un droit de veto, en réalité, que l'article 12 de la loi organique sur la CENI reconnaît à chacune des confessions religieuses. C'est d'ailleurs une correction, parce que comment comprendrez-vous qu'on dise chaque confession religieuse a droit à une seule voix et que finalement la majorité numérique de 6 contre 2 correspond en réalité à une minorité en termes d'assises populaires des différentes confessions religieuses. Vous voulez dire quoi? L'Église catholique et l'Église protestante ont une sorte de droit de veto au sein des confessions religieuses? Non, c'est un droit de veto qui appartient à chacune des confessions religieuses. Là, on est dans l'esprit, le texte ne l'exige pas. Non, l'économie... Ceux qui ont entériné Kadima, ceux qui l'ont gratifié d'une ordonnance, s'en tiennent à ce qui est écrit dans les textes. Là, on est dans l'esprit, on est dans... Voilà. Mais c'est pas ce que les textes disent. Non. Restons vraiment dans la lettre de la loi. Au-delà même de l'esprit ou de la volonté du législateur que l'on pourrait rechercher. Le texte est clair. C'est d'ailleurs un des cas rares où, dans l'hypothèse d'un vote, on vous dit, vous pouvez voter, mais sur base de tels critères. C'est-à-dire, il y a des critères d'éligibilité à la candidature. Et ces critères d'éligibilité autorisent chaque confession religieuse à exercer un droit de veto au regard des critères prévus par l'article 12 de la loi. C'est ce veto, finalement, qui a été exercé par l'Église catholique et l'Église protestante et qui n'ont pas été suivis. Et ce qui nous amène évidemment à un certain nombre de difficultés. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque les 6 confessions religieuses se réunissent pour procéder à un vote? Ils sont tenus de délivrer un procès verbal. C'est le procès verbal qui est remis au bureau de l'Assemblée nationale. Mais ce procès verbal-là, pour avoir une valeur probante, doit contenir, à peine de nullité, la signature de chacune des confessions religieuses qui composent la plateforme. Alors, à partir du moment où il en manquait 2 signatures, ça pose un problème et ça frappe de nullité. Non, mais quand on nous oppose la question de la majorité, c'est quand même 6. Le président l'a dit d'ailleurs dans son discours, c'est quand même 6 contre 2 personnes. Contre 2, on met ça dans la balance. On est dans un pays de démocratie et la démocratie, c'est la loi de la majorité, maître Kilolo. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a 2 éléments à cet égard. Ce n'est pas en réalité 6 contre 2, mais c'est 75% contre 25%, parce que les 2, c'est 75%. Encore faut-il prouver vos statistiques là, on ne sait pas. Non, c'est des éléments d'une certaine fiabilité, et je le dis en toute neutralité. Et l'autre élément aussi important, c'est que, avant de passer au vote, le vote s'opère en 2 étapes. Il y a d'abord une première étape qui est celle de la recevabilité des candidatures, et puis vient alors l'étape du passage au vote. Au niveau de la recevabilité, l'Église catholique a dit, en vertu de l'article 12, les critères de neutralité, les garanties objectives d'indépendance ne sont pas réunis dans le chef de tel candidat. Et j'insiste beaucoup, il ne s'agit pas là ici d'un procès ad hominem vis-à-vis d'un candidat dont l'honorabilité et surtout la technicité en matière électorale ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais il faut dire que l'état de droit a ses exigences et aujourd'hui, c'est à ce prix. Et donc, de ce point de vue, il faut constater qu'il y a là une irrégularité substantielle qui est de nature, évidemment, à constater que le processus a été vicié à tel point qu'aujourd'hui, on peut constater que l'ordonnance même d'investiture pose problème. Allons déjà à la 2e étape. Après l'Assemblée nationale. Après l'étape de la proposition, c'est l'étape d'entérinement par l'Assemblée nationale. Parce que, après tout, le pouvoir d'entérinement, c'est celle-là même, le pouvoir de décision qui appartient finalement à l'Assemblée nationale. Mais comment ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale doit recevoir le dossier. Il y a des dossiers individuels de chaque candidat. Il y a aussi, bien entendu, le procès verbal qui démontre que la plateforme confession religieuse a opéré son choix autour d'un certain nombre de candidats. Alors, déjà, à ce niveau-là, il y a aussi des difficultés procédurales qui se sont posées parce que
il faut d'abord aller déposer le procès verbal. Mais le procès verbal, on a bien vu que dans le texte, dans la charte, c'est le président de la plateforme qui engage celle-ci vis-à-vis des tiers et donc qui l'engage vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale n'a pas été, de ce point de vue, saisie régulièrement parce que ce n'est pas, sur la foi des éléments à ma disposition, le président de cette plateforme qui aurait déposé. Ça, c'est déjà un. Deuxième difficulté, au niveau de la présidence de cette commission spéciale et temporaire qui a été mise en place, l'article 53 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, que vous avez sans doute lu, est très clair. C'est-à-dire que lorsque vous êtes déjà président d'une commission permanente, eh bien, il y a une interdiction de cumul de mandat avec une autre commission temporaire et spéciale. Et donc, de ce point de vue, le président qui a dirigé cette commission spéciale l'a fait en tout cas sans titre ni droit. Donc là aussi, ça pose une difficulté du point de vue de la légitimité, de la crédibilité et même du respect du processus tel que ça devrait se dérouler d'un point de vue procédural. Alors, l'autre question, c'est l'examen au fond. Lorsqu'on examine les dossiers au niveau de la commission, on se pose quand même un certain nombre de questions. On examine essentiellement deux éléments. Le premier élément, c'est bien entendu l'expertise. Après, le deuxième élément, bien sûr, c'est des questions d'honnêteté, de probité morale. Et puis, il y a un troisième élément. Est-ce que les garanties de neutralité, d'indépendance sont réunies de manière objective? Vous savez que ça me fait penser à un grand procès à Bruxelles que j'ai connu, qui est arrivé jusqu'au niveau de la Cour suprême là-bas, Cour de cassation. C'est-à-dire que un juge a été récusé alors qu'il avait toutes les qualités requises en termes d'expertise, en termes d'honnêteté personnelle, mais tout simplement c'est que sa proximité qui a été dénoncée vis-à-vis d'une des parties prenantes au procès a fait qu'il a été récusé. Donc je pense qu'il y a là véritablement un élément et aujourd'hui, je dirais, l'Assemblée nationale a manqué à son devoir vis-à-vis de la population, en faisant preuve, je vais dire, de cette légèreté procédurale, parce qu'elle aurait dû, effectivement, dire, écoutez, puisque la loi le permet, la loi permet à l'Assemblée nationale de dire, écoutez, sur base du dossier tel qu'il se présente, nous décidons de le renvoyer à nouveau auprès de la société civile pour permettre à la composante ils l'ont fait 2-3 fois. Confession 72 heures première nationale. fois, 72 heures deuxième fois, 72 heures troisième fois. Enfin, ils se sont dit que on ne peut pas céder aux caprices des confessions religieuses. La République ne doit pas être prise en otage parce que les catholiques et les protestants ont tout simplement décidé de jouer un peu aux caprices. Ben, c'est ainsi que je vous dis que cela nous plonge dans une forme de crise institutionnelle parce que le processus électoral ne marche pas et ça nous amène à constater l'échec justement de ce modèle de CENI tels qu'ils ont été institués pour l'Afrique spécialement. Donc vous prêchez quoi aujourd'hui? Vous prêchez qu'on retourne l'organisation des élections au niveau de l'exécutif et du ministère de l'Intérieur. Vous pensez qu'aujourd'hui, un ACLO par exemple, bénéficiaire d'une ordonnance de M. Tshisekedi, va nous organiser des élections indépendantes? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les conditions sont réunies pour que nous rentions à cet idéal-là? Je pense qu'au regard des tensions et des turbulences dans l'harmonie et la cohésion nationale qui doit être absolument préservée pour notre pays, il faille peut-être réfléchir et je dirais, au-delà même de l'ordonnance d'investiture, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que la proposition vient de la société civile, la décision vient de l'Assemblée nationale, le chef de l'État n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est vrai que on dit qu'il investit, ça lui donne quand même un pouvoir de contrôle marginal. Il aurait pu d'ailleurs, j'aurais été son conseiller juridique en la matière, je lui aurais dit, écoutez, exercez votre pouvoir prévu par la loi comme garant du bon fonctionnement des institutions, au regard évidemment de cette crise de légitimité qui est présentée par le dossier. Tenez compte du fait que les procès-verbaux qui vous est versé, notamment pour le compte des confessions religieuses, ne contient pas toutes les signatures. Mais c'est ce qu'il a fait avec Rosa Malona à l'époque. Et qui a un vice
Oui, on pourrait faire un parallélisme, mais en tout cas, il y a un vice fondamental qui fait que, aujourd'hui, il vous appartient de renvoyer le dossier pour demander à résoudre cette crise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la solution, c'est deux choses. Nous avons une solution immédiate, c'est celle, et c'est la responsabilité du chef de l'État ici, de jouer à l'équilibre pour la paix, pour la cohésion nationale, d'appeler les principaux acteurs politiques, mais aussi de la société civile, pour se mettre autour d'une table en vue de sortir justement de cet enlisement. Parce qu'aujourd'hui, son ordonnance. Vous parlez de l'enlisement, il a déjà signé l'ordonnance, monsieur Kilolo. Non. On est déjà passé, on passe à autre chose. L'ordonnance a été signée. Nous sommes aujourd'hui en train de nous enliser. Je le dis très bien parce que c'est vraiment au prix de l'intérêt suprême de notre démocratie. Démocratie à laquelle aspire aujourd'hui le peuple congolais. Il faudrait s'assurer que lorsque nous allons aux élections, que tout soit réuni. Il faut avoir une CENI, mais une CENI qui est acceptée, je vais dire globalement, par toutes les parties prenantes. Il faudrait d'ailleurs à ce titre-là s'assurer que finalement il n'y a pas de clivage au sein de la population, qu'il n'y a pas de fractures finalement entre les décideurs politiques et la population à cet égard. Et donc j'en appelle la première solution. C'est la solution immédiate. Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas d'autre choix que de recourir à la tradition démocratique telle qu'on la voit en Afrique. C'est quoi d'autre? C'est le dialogue. On a vu que dans plusieurs États africains, une autre table ronde, modèle de palabre, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de passer par là. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est que de manière plus fondamentale, nous devons mettre en place des états généraux de notre démocratie, qui posent véritablement un problème. Comment est-ce que nous choisissons nos dirigeants? Il faut même qu'on réfléchisse sur les critères d'éligibilité de nos députés. Est-ce que nous devons encore maintenir ce système où, finalement, et député, on dit, voilà, il faut justifier d'un diplôme des graduats, connaissant quand même le niveau aussi qui est très bas par rapport au standard international de l'enseignement dans notre pays. Il faut aussi, parfois on vous dit, il faut juste prouver que vous avez une expérience de 5 ans dans les domaines sociaux. Là, vous nous emmenez dans une forêt, là. Hein, c'est une boîte à comprenez qu'on ne saura pas faire. Non, mais c'est très important. C'est très important. Cette deuxième solution, c'est une solution fondamentale à long terme. D'accord. C'est-à-dire que à court terme, c'est ce qui va se faire immédiatement. Je pense bien un dialogue qui doit s'ouvrir. Je ne vois pas d'autres issues aujourd'hui, mais par contre, à long terme, je pense qu'il faudrait repenser le modèle de notre démocratie, y compris d'ailleurs notre corps électoral. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie ne peut pas fonctionner lorsqu'on n'a pas un niveau minimum aussi d'instruction. Je pense qu'il faudrait réfléchir, est-ce qu'il ne faudrait pas limiter le corps électoral uniquement aux citoyens congolais justifiant au moins d'un diplôme d'État? Parce que comment voulez-vous que mon grand-père, qui est dans le village reculé à Malembankoulou, dans la chefferie de Kayumba, puisse être en mesure d'opérer un choix éclairé alors qu'il ne sait ni lire ni écrire? Ça sera vraiment de la discrimination. C'est une discrimination positive qui est autorisée en démocratie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on retient? À vous entendre parler, les Congolais vous regardent. Le processus ayant amené à la désignation du bureau actuel de la Commission électorale nationale indépendante a été entaché d'irrégularités, de violations. Vous voulez dire quoi? Qu'aujourd'hui, M. Kadima et toute son équipe sont là, mais de manière injuste, de manière illégale. Il y a une violation de la procédure. La violation de la procédure est à ce point substantielle qu'il n'est pas possible de prospérer avec la composition du bureau en l'état actuel des choses. Solution, il faudrait un dialogue là-dessus. Deuxièmement, il faudrait aussi, à long terme, mettre en place les états généraux de notre démocratie qu'il convient de repenser. Je ne me rends pas compte. On est en train de dépasser la 45 minutes, c'est pas vrai. C'est tellement pédagogique, c'est tellement intéressant que je n'ai pas vu l'heure passer. On va prendre le deuxième thème de cette émission, c'est la question du RAM. Vous le savez, le RAM, c'est aussi... je ne sais pas s'il faut appeler ça taxe, s'il faut appeler ça impôt, s'il faut appeler ça redevance. C'est une affaire où on nous coupe de l'argent au travers de nos crédits que nous mettons dans nos téléphones. Vous êtes juriste. Est-ce que vous pensez qu'en termes de droit, un État peut se réveiller un matin, prendre de l'argent comme on est en train de le faire dans les téléphones de ses citoyens? Bon, il faut dire que c'est vrai, tout est parti d'un
d'un décret, plus particulièrement d'un arrêté ministériel du ministre de Petentik qui dit essentiellement 3 choses. Premièrement, tout utilisateur de téléphone portable mobile doit voir son téléphone enregistré avant de lui permettre d'accéder au réseau de téléphonie mobile. 2, cela va générer le paiement d'un droit d'enregistrement d'environ $7, et là encore ça dépend de combien de SIM on a dans son appareil. Et troisièmement, cet argent va être recueilli directement à la source par les opérateurs de réseau, Vodacom, Orange, Africell et les autres, et être reversé non pas sur le compte général du Trésor par la DGRAD, mais déposé directement sur le compte de l'ARPTC qui dépend directement de la présidente de la République et qui relève aussi de la tutelle du ministre de Petentik. Voici poser le contexte. Alors, question, est-ce que l'on peut prélever de l'argent pour ça? Le RAM n'est pas une invention de la République démocratique du Congo, ça existe depuis des lunes. Vous savez que récemment, je me suis rendu moi-même à Bruxelles. J'ai eu besoin de m'acheter une carte SIM que j'ai mis dans un appareil. Effectivement, ils m'ont demandé copie de mon passeport pour pouvoir m'enregistrer, mais ça s'est fait gratuitement. Il n'y avait pas de taxes, d'impôts ou de redevance à payer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Essayons d'analyser pour comprendre quel est le statut juridique de ce prélèvement qui est imposé aux pauvres citoyens congolais, surtout lorsque je pense qu'une maman qui vend, fait son petit commerce pour vendre des légumes, les ndunda, au marché, a parfois un budget, un chiffre d'affaires de 20 000 francs congolais. Alors, à cette maman, vous allez lui retirer 15 000 francs, mais que lui reste-t-il pour vivre, elle et l'ensemble de toute sa famille? Vous savez aujourd'hui que les Congolais, parfois le budget mensuel de toute une famille pour manger, dans certains coins majoritaires, peut tourner autour de 5 000 francs. Alors, vous imaginez qu'à une telle personne, vous allez lui retirer comme ça $1, $2, ça veut dire 4 000, 5 000 francs, c'est-à-dire priver toute une famille de repas. Est-ce que c'est équitable? Mais c'est d'abord une violation d'un des grands principes, même en droit fiscal, c'est-à-dire le principe de l'égalité entre les citoyens, qui veut que lorsqu'on impose un impôt, l'impôt ne peut pas être payé à la même hauteur par tout le monde. Ce sont des contributions qui font partie du mécanisme de solidarité nationale et qui ne sont payées que chacun selon son pouvoir d'achat. Mais ici, concrètement, ce n'est même pas un impôt parce que ça n'a pas été décidé par une loi. Le principe de l'égalité des impôts est à ce prix. Alors, qu'en est-il exactement? On nous dit que c'est de l'argent qui serait reversé à l'ARPTC. C'est très simple, il faut donc interroger la loi portant création de l'ARPTC pour connaître quelles sont les ressources légales autorisées en faveur de l'ARPTC. En termes de ce qu'on peut qualifier d'impôts, de taxes ou de redevances, eh bien, il n'y a que 2 possibilités. Nous avons de taxes. Alors, les taxes, effectivement, l'ARPTC peut générer des taxes. Mais attention, ici, ces taxes-là ne sont que de 2 ordres. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Allez lire l'ordonnance loi qui fixe la nomenclature de droits, des taxes et des redevances en République démocratique du Congo pour le compte du pouvoir central. Et là, c'est bien écrit, il y a une rubrique où il est écrit ARPTC, ils n'ont droit qu'à 2 types de taxes fiscales, c'est-à-dire la taxe sur... c'est ce qu'on appelle la taxe de numérotation. C'est lorsque un opérateur de téléphone comme Vodacom va demander à l'ARPTC d'obtenir un bloc de numéros de téléphone qui sera par la suite revendu pour être attribué aux différents utilisateurs. Deuxième taxe possible, c'est justement lorsqu'il y a des communications internationales entrantes. À ce moment-là, cela génère des taxes. Mais attention, ce ne sont pas des taxes qui doivent être payées par la population, mais c'est des taxes qui sont payées par les sociétés commerciales, je dis bien les opérateurs de téléphonie mobile. C'est comme ça que ça s'est fait partout à travers le monde. Et ces taxes ne sont pas reversées sur le compte de la RPTC, mais c'est reversé sur le compte général du Trésor et prélevé à travers la DGRAD, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on n'est pas non plus dans le cas d'une taxe. Quoi qu'il en soit, cette taxe n'est pas autorisée.
Là, nous parlions des taxes fiscales. Mais en dehors des taxes fiscales, il existe aussi ce qu'on appelle des taxes parafiscales qui peut permettre à un organisme public comme l'ARPTC de prélever directement et le mettre sur son compte. Mais seulement, la loi dit ces types de taxes à laquelle semble s'apparenter ce prélèvement doit être autorisé par la loi des finances. Et là, je sais que vous avez lu la toute dernière loi des finances, eh bien, il n'y est pas fait mention. Ceci veut dire donc en conclusion qu'il s'agit d'une taxe illicite, une taxe illégale. Ce prélèvement n'est pas autorisé. Je vais encore plus loin. On se pose même la question de savoir, mais finalement, cette taxe est affectée à quoi ? Je crus comprendre, au regard des éléments à ma disposition, que ça aurait été affecté notamment pour financer la gratuité de l'enseignement. Mais là aussi, ça pose un problème, parce que dans le budget, on doit déjà prévoir, comme ça se fait dans tout État, qu'est-ce qui finance la gratuité de l'enseignement. Partout ailleurs dans le monde, la gratuité de l'enseignement participe aux missions régaliennes de l'État. L'État le finance par les impôts qui sont payés de manière générale et pas par des taxes spécifiques imposées aux utilisateurs, d'autant plus que les utilisateurs ne bénéficient d'aucun service particulier de l'ARPTC, contrairement aux sociétés commerciales que sont les opérateurs de réseau. Et donc, ceci veut dire quoi aujourd'hui? Ceci entraîne un certain nombre de conséquences. Il faudrait donc réparer le préjudice qui a été causé à la population. Mais là aussi, il faut d'abord se poser la question, quelle est l'étendue de ce préjudice? On a entendu le ministre dire que c'est à peu près 25 ou 26 millions qui ont été récoltés, donc pris à la population, mais l'ODEP nous parle de 266 millions précisément, et donc l'écart est grand. C'est impératif aujourd'hui, et c'est de la responsabilité du gouvernant d'identifier la hauteur je dirais, de ce qui a été prélevé. Et je vous dirais même que de ce point de vue, dans un État démocratique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait trois choses. D'un point de vue administratif, on devrait demander à l'IGF, le Premier ministre devait instruire l'IGF pour mener un contrôle des finances, pour vérifier exactement qu'est-ce qui a été réellement prélevé au profit de l'ARPTC. Deuxièmement, on doit aussi engager même, je dirais, une information judiciaire pour clarifier cela. Et je dirais même dans d'autres États comme en France, qui est un modèle de démocratie enviable, mais ce serait une commission d'enquête parlementaire en vue de d'abord l'étendue du préjudice causé au peuple congolais. Par la suite, bien entendu, il faut rembourser. Rembourser, mais de la même manière, par la même voie, par le même canal que l'argent a été prélevé, pour les uns en soustrayant les unités, pour les autres à travers des factures mensuelles pour le post-paid, que ça devrait en tout cas être remboursé intégralement à la population congolaise. Et je dirais plus loin, sous d'autres essieux, le principe de responsabilité, de redevabilité aurait même poussé le ministre en la matière à la démission. Il a dit que c'était pas lui, hein, il ne les gère pas. Il a rejeté la balle au niveau de la présidence. Il dit que c'est pas lui. Il connaît même pas où part cet argent. Il a dit que la PTC était un service sous tutelle de la présidence. On va terminer, Maître Kilolo. Il est 50 à ma montre. Mais je voudrais quand même que vous disiez un mot, là également, sur le plan des principes, sur le plan légal, sur cette affaire de la gratuité de l'enseignement qui pose problème. Vous le savez, aujourd'hui, le gouvernement ou l'État est en guerre avec l'Église catholique. J'ai même suivi l'abbé Chollet dire, si vous voulez, vous retirez vos conventions, vous nous laissez nos bâtiments. Qu'est-ce que la loi dit sur cette question-là? Eh bien, la loi dont vous parlez... Et qu'est-ce qui devait être fait? Tout à fait. C'est-à-dire que le principe de la gratuité de l'enseignement, c'est au-dessus de la loi. C'est un principe constitutionnel qui est d'ailleurs consacré dans plusieurs constitutions à travers le monde. Comment ça se passe concrètement? C'est que effectivement, l'obligation, la gratuité de l'enseignement est le corollaire de l'obligation scolaire. C'est-à-dire que tout enfant mineur jusqu'à 18 ans doit pouvoir aller à l'école, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui fonctionner dans le cadre du contrat social de Jean-Jacques Rousseau dans un pays où il faut tout organiser, il faut tout réglementer, le trafic routier, les relations entre les gens, sans un minimum d'instruction, un minimum de niveau d'instruction qui devrait, à mon avis, correspondre au moins à l'équivalent des fins d'études secondaires. Alors, pour pouvoir imposer cela, il faudrait aussi que l'enseignement soit gratuit. L'enseignement gratuit, ça veut donc dire que
le salaire ou des enseignants, plutôt que d'être payés par les parents, puisque c'est d'abord leur devoir, faut-il tout de même le rappeler, c'est que l'État s'est dit, je prends cela en charge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Dans notre pays, c'est la loi cadre de 2014 sur l'enseignement national. Le statut particulier des enseignants qui prévoit que le barème des enseignants est fixé par le Conseil des ministres. Alors, il y a un montant qui doit être fixé, qui doit être payé, 200 000, 300 000 francs. Vous comprenez que c'est rien du tout. Raison pour laquelle, en principe, en plus de ce montant, ce barème de base qui doit être payé, on est censé payer aussi des allocations familiales pour les enseignants. C'est prévu dans les textes en fonction du nombre d'enfants. On doit payer les frais de transport, on doit payer les indemnités de logement pour leur permettre d'être logés décemment. Mais l'État n'a jamais été capable de le faire depuis l'époque de Mobutu et de tous les présidents qui se sont succédés et tous les gouvernements dans notre pays jusqu'à ces jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour certains établissements publics, il y a eu une convention de collaboration entre l'État congolais et certaines églises, dont notamment l'église catholique, que je salue parce que je suis moi-même le produit de l'enseignement catholique, dont le niveau et le standard est aujourd'hui reconnu, y compris outre-mer. Et donc, l'église catholique a dit, écoutez, je vais trouver un mécanisme, étant donné qu'on a signé depuis 1977 cette convention de collaboration, je vais pallier à l'insuffisance de l'État en organisant une contribution supplémentaire volontaire des parents qui permettra d'avoir environ 400 à 500 $ en plus qui est payé par les enseignants. Il y va d'ailleurs de la qualité de notre enseignement. Là aussi, je pense que aujourd'hui, nous nous limitons à parler de notre gratuité, mais nous ignorons que aujourd'hui, l'enseignement national en République démocratique du Congo est en train de décliner. Le niveau est tellement bas, que ce soit au niveau primaire, secondaire, même universitaire. On le voit. Alors, il faudrait y penser. Mais je pense qu'aujourd'hui, la solution, c'est quoi? C'est simplement de dire qu'il y a deux catégories d'établissements publics. Il y a des établissements publics qui relèvent totalement de la gestion de l'État via notamment le ministère de l'EPSP. Ces gens-là sont payés déjà que l'État n'arrive pas à les payer correctement. Je pense qu'il faudrait fournir un effort supplémentaire pour honorer le travail de nos enseignants qui font qu'aujourd'hui vous êtes journaliste et que je suis avocat, mais aussi penser et considérer que les établissements publics qui sont conventionnés, c'est-à-dire qui sont gérés par les églises, laisser se poursuivre le système tel qu'il était. Parce que sinon, c'est la qualité de notre enseignement qui va dépérir. Et donc, je pense aujourd'hui qu'il faudrait une remise en question et en tout cas, permettre de relancer, je pense aujourd'hui au Collège Boboto, une grande école qui a formé plusieurs cadres qui ont pu poursuivre même avec succès des études universitaires, que ce soit ici à l'UNIKIN, à l'UPC ou même à l'étranger, à l'ULB ou à Louvain-la-Neuve ou même aux États-Unis, avec succès sans complexe, parce qu'ils avaient une formation de base. Ne perdons pas cela, pensons à nos enseignants, ces gens doivent être payés correctement. Maître Aimé Kilolo, merci d'être venu nous voir. Je vous remercie. Revenez quand vous voulez, c'est chez vous ici. Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Notre invité du jour, c'était donc Maître Aimé Kilolo, avocat au barreau des Bruxelles et des Lubumbashi. Avec lui, on est revenu sur des grandes questions d'actualité de l'heure, mais dans un aspect un peu plus pédagogique plutôt que de la politique comme on a l'habitude de les voir sur plusieurs plateaux. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Laissez-moi dire grand merci à l'équipe technique qui fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci également à notre partenaire de la boutique La Londoloise qui nous habille d'ailleurs ce matin. Appelez le numéro que vous voyez à la fin de cette émission dans son spot publicitaire si vous voulez faire vos commandes. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.